bonsoir et merci de nous rejoindre en ce jeudi 9 février. Voici les titres. L'actualité, c'est cet élan de solidarité envers les victimes turques et syriennes touchées par des séismes. À Sarreguemines notamment, les bénévoles amassent de nombreux dons de première nécessité. Un point culture comme chaque jeudi avec la sélection musicale et d'exposition du moment. Parmi les coups de cœur de la rédaction, un opéra écologique. Et puis vous pourrez manger au restaurant L'Atelier 1904 au parc Explore Vindel. Après un an d'ouverture, l'établissement ne désemplit pas, au contraire. Vendredi matin, le ciel sera nuageux avec des températures glaciales de -5 à -3 degrés. Légère amélioration l'après-midi avec quelques éclaircies, mais un thermomètre toujours froid de 4 à 6 degrés. Et puis notre invité ce soir est Dominique Strebli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller métropolitain et à la délégation des gens du voyage. Ce jeudi, une nouvelle aire d'accueil a été inaugurée dans le quartier de Queuleux. On va en parler ensemble dans quelques minutes, le temps de développer le reste de l'actualité. Se dirige-t-on à nouveau vers une hausse des prix de carburant? Depuis plusieurs jours, c'est le constat des automobilistes. En moyenne, le samplon 95 a pris 23 centimes le litre entre le début de l'année et ce 9 février. Pour le diesel, la barre symbolique des 2 € le litre se rapproche dangereusement. Une hausse qui ne passe pas pour les usagers, surtout après l'annonce des bénéfices records à hauteur de 19 milliards d'euros pour Total Energy sur l'année 2022. Le groupe pétrolier se dit prêt à envisager une nouvelle ristourne comme l'année dernière. En parallèle, l'Union européenne a pris un nouvel embargo sur le diesel russe, ce qui ne devrait pas aider à diminuer les prix. Et puis le bilan provisoire des victimes des tremblements de terre vient de dépasser les 16 000 personnes. À cela s'ajoutent des milliers de blessés et de sans-abri au milieu d'innombrables décombres en Turquie et en Syrie. En Moselle-Est, il n'a pas fallu longtemps avant de voir un élan de solidarité. Reportage. Des montagnes de dons dans le local du FC Istanbul. Les bénévoles ont lancé une collecte de biens sur Facebook suite aux catastrophes survenues en Turquie et en Syrie. Et ça a rapidement pris de l'ampleur. Sarreguemines est devenu un point central de collecte. Couvertures, bottes, vêtements chauds, les locaux sont noyés sous les dons depuis lundi 17h. Pour Murat Yus, entraîneur du club de foot FC Istanbul, c'était essentiel de se mobiliser. Dès qu'il y a des millions, des milliers de personnes qui souffrent, qui sont dans le besoin, des enfants qui sont à -3, -5 degrés sous la neige en hiver, on est obligé d'aider. Ayana Kulak, joueur de foot à Völklingen, connaît des personnes qui ont subi ce séisme survenu lundi en Turquie. Il est venu déposer des dons au club de foot de Sarreguemines. J'ai eu mon beau-frère qui a sa famille qui est directement à Gaziantep, à Aslariye, qui est proche de l'épicentre. Et donc eux, leur immeuble a été assez endommagé. Ils se sont tous retrouvés à la rue, surtout avec la deuxième secousse qui a eu aussi 7,5, quelque chose comme ça. Donc ça les touche aussi directement. Et c'est vrai que nous, ça nous a motivés encore plus, je veux dire, dans l'élan de solidarité qu'on a voulu mettre en place. Autres bénévoles qui se sont mobilisés sur Sarreguemines, ceux de l'association franco-turque. Mardi, les membres étaient en plein tri de nombreuses affaires récoltées. Des cartons de couverture, des cartons de vestes, des cartons de chaussures, des cartons d'affaires pour bébés. Donc on fait le tri par rapport aux besoins et comme ça sur place, ils ne vont pas s'embêter à retrier ce qu'ils ont besoin. C'est un peuple qui a aujourd'hui besoin d'aide et surtout qu'il faut aider son prochain. Après avoir vu toute cette horreur en Turquie, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand on voit ce qui se passe, c'est désolant. Et il faut qu'on aide. Et puis nous, la population turque, nous, comme on est tous ensemble, on est tous réunis. Il faut faire des dons. Et le fait de faire des dons, c'est vraiment c'est ce qu'il faut. Les deux associations attendent maintenant l'arrivée d'un poids lourd qui acheminera l'ensemble des dons jusqu'en Turquie dans quelques jours. Ils ont vécu au cœur du drame. Les jeunes lutteurs de l'équipe de France étaient venus en Turquie pour une compétition internationale U20 à Kahramanmaraş, ville située tout près de l'épicentre du séisme. La moitié de la ville est réduite en poussière. Les hôtels où étaient hébergées les délégations françaises et turques se sont effondrés. Seyfullah Taev, jeune licencié de 18 ans au club de lutte de Sarreguemines, était sur place, réveillé en pleine nuit par les secousses. Il reste encore sous le choc. Il témoigne. Après, vers 3-4 heures, ça commence à trembler. Ça commence à trembler vraiment sévèrement.
les murs, fissures, tout, les fenêtres commencent à se casser. Au début, on ne réalisait pas c'était quoi. Après, on a su que c'était un tremblement de terre, mais quand on était en bas, on a su que c'était un tremblement de terre. Au début, on ne savait pas c'était quoi. Parce qu'on était en plein sommeil, on se réveille comme ça, sous le choc, en panique. Il y avait un bâtiment de 9 étages, il s'est complètement écroulé. Il y avait des cris, des pleurs, C'était vraiment traumatisant, on peut dire. Ouais, il y avait plein de bâtiments comme ça qui s'étaient écroulés, effondrés, des ruines. Les routes étaient complètement remplies d'eau. Du coup, on ne pouvait pas récupérer nos affaires, on ne pouvait rien faire, on pouvait juste attendre que le jour il se lève. C'était pendant la nuit, on ne voyait rien. J'étais choqué. On ne pouvait rien faire, on pouvait juste attendre. On ne savait même pas on pouvait faire quoi plus tard, comment rentrer, parce que le vol il était annulé. J'aimerais pas revivre ça, mais ouais, on a eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. Mais pour revoir les images, c'est dur quand même, mais ça va. Le tournoi, j'avais complètement oublié. Après tout ça, ouais, le séisme prend le dessus quand même. L'équipe de France s'en est sortie, mais on déplore 7 décès chez les lutteurs turcs. Une pensée bien sûr pour ces victimes et tous ceux qui vont devoir se reconstruire après cela. Et puis pour la suite, de retour dans le Grand Est, où Franck Leroy, président de région, était l'invité du Cercle des Parèges ce mercredi soir. Un dîner-débat était organisé avec plusieurs points d'actualité à l'ordre du jour, notamment la décision de justice concernant le maire de Metz, François Grosdidier, et la conseillère départementale Marie-Louise Kunz. On écoute tout de suite le président de région. Et ils ont fait appel tous les deux de la décision, donc attendons de savoir si la décision est définitive ou pas. Il y a quand même un principe, j'étais avocat jusqu'à l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, donc le principe, vous le connaissez tous, la présomption d'innocence, elle existe. On ne peut pas s'amuser avec des principes comme cela et accuser pour un oui, pour un non des élus. J'ai moi-même été accusé il y a 8 ou 10 ans de m'être enrichi. Tout ça a été démonté et démontré que c'était absolument faux. Ma famille en a souffert. Moi, j'en ai moins souffert parce que quand on est dans le combat politique, on a l'habitude de prendre des coups et quand on a la conscience tranquille, ça nous donne une force. Mais ça peut faire des dégâts parfois. Et quand on sait qu'au bout du compte, tout ça est une invention pure, voilà, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent. Politique toujours, elle avait été référente départementale La République En Marche avec Cyril Becker. Désormais, Lise Simon est seule référente du parti Renaissance 57. Alors quel est son parcours ? Comprend-elle le désamour de nombreux Français envers Emmanuel Macron ? Elle répond à nos questions. On passe d'un mouvement, La République En Marche, à un véritable parti politique, Renaissance, qui est le parti du président donc, et qui s'inscrit vraiment dans la durée, dans l'ancrage territorial, avec plus de moyens, plus d'autonomie locale. Je crois que la priorité, c'est vraiment de s'ancrer au maximum sur tous les territoires, pas seulement dans les grandes villes, on est ici à Metz, mais aussi sur tous les territoires qui sont d'ailleurs de plus en plus séduits par les discours extrêmes. Donc d'arriver à aller sur le terrain, à les convaincre, à aller expliquer ce qu'on fait, prendre aussi les idées du terrain et se faire connaître vraiment sur tout le département, ça va être la priorité pour ensuite bien sûr s'ancrer dans la durée, gagner des élections et être une force utile et efficace partout en Moselle. 2005, je passe mon bac au lycée Faber à côté à Metz. Je suis profondément européenne, une histoire familiale franco-allemande. Donc c'est une cause qui me tient profondément à cœur. Je m'engage pour le oui à ce moment-là. Le non l'emporte. Donc premier électrochoc où je me dis il y a une majorité de gens en fait qui pensent pas comme moi et du coup il faut s'engager en fait, il faut faire quelque chose. Donc ça démarre là et ensuite je me suis engagée dans le parti centriste au Modem pendant tout un temps et j'ai rejoint avec un grand enthousiasme Emmanuel Macron dès 2017 qui portait aussi ses valeurs européennes mais aussi beaucoup d'autres, des valeurs de réforme, des valeurs humanistes et progressistes. Alors bien sûr, il y a des motifs légitimes. On a traversé des crises historiques. D'abord le Covid, la guerre en Ukraine, la crise du pouvoir d'achat. Donc, il y a un contexte qui est très lourd, très difficile.
Ensuite, je crois qu'il faut toujours garder à l'esprit en fait que malgré tout, on s'en sort très bien en France, notamment par rapport à nos voisins européens. C'est pas une consolation, je veux dire, ça remet pas en cause la difficulté des gens, mais quand même se dire que les mesures qui ont été mises en place portent leurs fruits sur le terrain et qu'il faut toujours expliquer et bien sûr continuer à faire plus pour avancer. Ouais. Allez, c'est l'heure de mettre en lumière la culture avec Alicia Iblot. Bonsoir Alicia. Bonsoir Olrani. Alors on commence tout de suite avec Les Éclairants. C'est un programme d'action culturelle et de valorisation des femmes dans le monde de la musique. Oui, un programme proposé par le Gueulard Plus de Nilvange qui se décline en 3 temps. Des rendez-vous culturels conviviaux, des initiations à la pratique musicale et l'accompagnement de pratiques professionnelles. Et parmi les rendez-vous proposés, moi j'ai repéré une belle soirée samedi 11 février avec Jazzia Satour, dont les compositions flirtent avec la pop, la folk, le jazz, mais également des sonorités algériennes pour un voyage envoûtant. Écoutez. Voilà, magnifique artiste Jazzia Satour. Vous allez pouvoir donc la découvrir en concert le 11 février. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en amont du concert, vous pourrez également échanger avec elle, histoire de célébrer la mixité culturelle de nos régions. Et puis autre chose, l'après-midi, vous pourrez même découvrir les backstage, comme on dit en anglais, les coulisses des lieux, rencontrer les techniciens, les techniciennes, les artistes de l'ombre. Tout cela, ça sera une visite qui est proposée par Siam. C'est une habitante de la vallée de la Fench qui va proposer la visite à la fois en français, mais également en dialecte algérien. C'est donc le 11 février au Gueulard Plus de Nilvange. Prenons à présent la direction de l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz qui accueille un opéra écologique. Son nom, Xynthia, l'Odyssée de l'eau de Thomas Nguyen. C'est un opéra librement inspiré d'un texte d'Ibsen, Un ennemi du peuple. C'est une pièce avant-gardiste qui a été composée et écrite en 1883, toujours d'actualité puisqu'il y était question à l'époque d'un médecin à qui en tout cas on fait subir des pressions car il souhaitait en fait dénoncer la contamination des eaux de la ville. Et ici, avec cette pièce Xynthia, le metteur en scène nous propose cette fois une odyssée de l'eau au sens large, mais aussi un récit de la catastrophe consécutive, vous vous en rappelez, à la tempête Xynthia. Résultat, sur scène, on va retrouver 11 interprètes pour un opéra à la fois poétique et engagé. Voilà, chant, danse, théâtre vont s'entremêler ici avec cet opéra écolo qui est vraiment pour tout public et qui va se dérouler à 17h samedi 11 février à l'Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz. On va rester à Metz pour la suite avec 2 expositions à découvrir. La première est proposée par le service patrimoine culturel de la ville de Metz et Photoforum et se déroule à la Porte des Allemands. Vous allez pouvoir découvrir les quartiers messins vus par les membres du groupe Sortie de nuit de Photoforum. Vous avez jusqu'au 2 avril pour en profiter. Et puis la seconde a lieu à la galerie Jour de Lune, qui avec Post-it, un atelier repositionnable, accueille pour la première fois les travaux de 16 étudiants de l'ESAL, l'école supérieure de Lorraine, des étudiants qui ont planché sur la notion de dispositif d'exposition, d'édition, de diffusion. Exposition à découvrir cette fois jusqu'au 25 février, ça se passe rue de l'Arsenal à Metz, à la galerie Jour de Lune. Pour ma part, j'ai un petit faible pour l'exposition photo. Merci Alicia pour ce vaste programme culturel. Et pour rien louper des pépites artistiques du secteur, rendez-vous comme d'habitude dans la boîte à malice et puis sur notre site internet pour tout revoir. Un point sport maintenant. Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis, était présent à Metz pour la 6e étape du Tour de France, Ensemble pour les clubs. À l'occasion de répondre à l'actualité avec au menu la performance du Messin Hugo Humbert en Coupe Davis, le niveau de tennis français, mais aussi la situation du Moselle Open. On l'écoute. Je ne sais pas si ça va être un avis objectif parce que j'adore le joueur, j'adore Hugo, je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Il a eu une période assez euphorique où il est arrivé pas très loin de la 30e place mondiale et puis ensuite il a connu, comme beaucoup de joueuses ou de joueurs, connu un petit peu une période difficile et là il revient. Je l'ai vu attentivement en Australie, j'étais à Melbourne, je l'ai vu jouer.
Je pense qu'il est pas loin de retrouver son meilleur niveau. Et pour être très franc sur ce que j'ai vu en Hongrie pour la Coupe Davis, me laisse à penser que Hugo doit continuer dans ce parcours-là, doit continuer avec un environnement autour de lui, une équipe. J'ai le sentiment qu'Hugo était fait pour l'équipe de France, fait pour la Coupe Davis. La notion d'équipe, de collectif, lui va très très bien. Là, on est sur une autre problématique avec des joueurs qui doivent bien performer à l'international. On a de jeunes joueurs qui arrivent, beaucoup de jeunes joueurs qui sont aujourd'hui, qui vont quitter la catégorie junior. Je pense à Arthur Fils, à Lucas Van Hache, à Giovanni Mpecci, beaucoup de bons joueurs qui arrivent, ou Gabriel Debru qui a gagné Roland-Garros en junior l'année dernière. Ceux-là sont sur la rampe de lancement, donc aussi avec une autre problématique, et il faut qu'on réponde un petit peu à un problème ou à un mal qui est un peu un mal français. On est très bon dans la catégorie des moins de 16 ans ou des juniors et on a du mal à transformer derrière. Donc là aujourd'hui, toute notre attention est mise sur cette génération-là. La fédération n'a pas à prendre parti pour les uns ou pour les autres. La seule chose, c'est que nous soutiendrons, quel que soit le partenaire de l'événement, nous, fédération, on a à le soutenir. Moi, je prêche pour que cet événement, bien évidemment, reste en Moselle. Je crois que c'est le souhait, et c'est le souhait de la Ligue, de Lionel Ollinger, président de la Ligue, mais aussi du département de la Moselle, de la ville de Metz. Je crois que tout le monde souhaite que cet événement reste ici. C'est la volonté de la fédération. En revanche, sur ce qui sera du jugement d'un conflit qui peut exister, on n'a pas, nous, à se prononcer. Moi, la seule chose que j'ai dit sur votre antenne pendant le tournoi, c'est qu'il est hors de question qu'on dise n'importe quoi, ce qui a été le cas malheureusement, notamment par rapport à un événement parisien qui appartient à la Fédération française de tennis, le Rolex Paris Masters. Certains se sont permis d'annoncer que cet événement irait à Lyon, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc j'ai simplement rectifié quelques vérités et j'ai dit à ceux qui étaient à l'origine de ces paroles qu'ils n'avaient pas à parler au nom de la Fédération française de tennis. C'est le plus vieux bâtiment du site minier de Petite-Rosselle, le W3, construit en 1904. Il abritait un atelier de chaudronnerie. En février 2022, cet espace est devenu un restaurant baptisé l'atelier 1904. Un cadre original et insolite pour se restaurer et profiter de ce fleuron touristique mosellan. Alors un an après son ouverture, la clientèle et le personnel semblent toujours séduits. Des anciens mineurs, des touristes, des clients fidèles, amoureux d'une cuisine traditionnelle et locale. L'atelier 1904 n'a pas à rougir car depuis son ouverture, les gourmands semblent séduits. C'est sympa, c'est tout neuf, c'est simple, c'est sobre. On prend l'habitude de venir parce que dès qu'on a un petit moment ou une invitation à faire, on emmène les amis ici. Elle a recommandé. C'est le genre d'endroit qui vous plaît et pourquoi? Oui, parce que c'est déjà, je pense, familial. Le fait qu'il soit dans ce site minier, on a beaucoup de souvenirs parce que nos parents étaient mineurs, ça nous fait du bien. D'une capacité de 45 à 110 couverts, cet ancien atelier de chaudronnerie a été rénové à hauteur de 2 millions d'euros. Depuis, l'établissement a connu une première année de fonctionnement sans chaise vide. Ça a énormément fonctionné. Ça ne s'arrêtait pas, c'était tout le temps rempli. Les gens avaient du mal à réserver. Très bien, merci beaucoup. En concernant le site et le musée, ça nous permet quand même d'avoir une clientèle nouvelle. Les gens viennent au restaurant et découvrent le musée en même temps et donc font la visite. Le but, offrir un vrai rendez-vous gustatif et étoffer l'offre touristique. C'est l'association Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller qui gère l'endroit. Sur 24 personnels en salle et en cuisine, une vingtaine est en contrat d'insertion professionnelle. Une manière de travailler est différente pour le chef de cuisine. Dans une brigade normale, chacun est à son poste et on donne les ordres et puis c'est fait quoi, le travail est fait. Alors que là, il fallait bien montrer, expliquer ce que c'était une cuisine, le fonctionnement d'une cuisine quoi. J'aime bien mon travail parce que c'est pas compliqué pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait à la maison, j'ai fait ici. Ici, on dirait nous, on a famille, on fait tout. En plus de la terrasse d'été, qui n'attend plus que les beaux jours pour ouvrir, un autre projet est dans les cartons. La rénovation intérieure de l'autorail Picasso, exposée fièrement juste à côté du restaurant. Lieu privatif, extension de l'atelier.
Le projet est lancé pour répondre à une clientèle en constante évolution. Et on parle maintenant de la nouvelle aire d'accueil des gens du voyage avec notre invité. Dominique Strebli, vous êtes en charge de l'accueil des gens du voyage. Depuis aujourd'hui, une nouvelle aire d'accueil est disponible, rue de la Solotte à Mesqueleu. Alors pourquoi ce choix d'en ouvrir une autre? C'était une nécessité, une obligation ? Oui, il fallait qu'on se mette Alors c'est une volonté de la présidence, on devait se mettre en règle avec le schéma départemental des gens du voyage. Donc c'était une volonté du président de la métropole, lorsqu'on a été élu en 2020, de se mettre en règle. Donc il a fallu rénover les aires qui étaient existantes, il a fallu créer l'aire de grand passage. Et depuis aujourd'hui, il y a la nouvelle aire qui a été créée également, rue de la Solotte, en face de la prison. Alors, un peu plus de 5 millions d'euros ont été investis, c'est bien ça ? C'est ça. Et pour accueillir combien de personnes, combien de véhicules au total sur cette aire ? Alors, 5 millions, c'est le budget global pour rénover, pour créer l'aire de grand passage et créer cette aire. Cette aire, on est à peu près à 2,9 millions sur cette aire pour la création de cette aire. Donc, elle va accueillir 24 familles, donc 48 caravanes, chaque emplacement dispose de 2 caravanes. Donc, il y a 24 familles qui peuvent venir, donc 48 caravanes avec un équipement neuf, aux normes, puisqu'on a même travaillé l'accessibilité PMR, puisqu'il y a des douches et des cabinets de toilettes qui sont accessibles PMR. Il y a des loyers qui sont demandés aux gens du voyage. Est-ce que ça suffira pour continuer le fonctionnement de cette aire ? Ça suffira, je ne pense pas que ça suffira tout le temps, mais donc effectivement il y a des loyers, on y paye, il y a un loyer journalier qui est de 5 €. Là-dessus se rajoutent les fluides, qui disposent des fluides. Donc voilà, après je ne pense pas qu'on arrivera à boucler le budget avec la présence des gens sur l'aire d'accueil. Alors on se rappelle notamment à Saint-Julien, fin d'année dernière, qu'il y avait eu l'installation de caravanes illégales sur le parking près du Kinépolis. Cette aire d'accueil supplémentaire va-t-elle limiter ces infractions-là ? Alors, le but de cette mise en règle avec le schéma départemental des gens du voyage, c'est justement d'éviter tous ces envahissements sauvages. Alors, on espère avoir, maintenant qu'on est en règle avec le schéma départemental, lorsqu'on n'était pas en règle, le préfet nous disait écoutez, mettez-vous en règle et on vous aidera. Donc, la volonté du président et des maires, de mes collègues maires, ça a été de se mettre en règle. Donc, maintenant qu'on est en règle, on va attendre le positionnement de l'État sur ce dossier. Donc maintenant, que dit la loi si jamais une autre installation illégale devait avoir lieu sur l'Eurométropole ? Alors, le fait qu'on soit en règle avec le schéma départemental permettra d'accélérer la procédure. Mais la parole est toujours au préfet, le mot de la fin est toujours au préfet, qui nous accorde ou pas le concours de la force publique pour que les gens quittent les envahissements sauvages et aillent sur les aires d'accueil. Merci beaucoup pour vos explications. À bientôt. Merci. L'IRA, l'Institut régional d'administration basé dans le quartier de Bellecroix à Metz, recrute et forme des candidats au service de la fonction publique. Et depuis peu, l'Institut a changé de visage à sa tête. François Werner, maire de Villers-lez-Nancy, inspecteur général des finances et vice-président du conseil régional, prend la tête du conseil d'administration de l'IRA après Jean-François Verdier. C'est une casquette supplémentaire pour l'élu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et à vous rendre sur notre site internet www.moselle.tv. Pour la suite de votre programme, un nouveau numéro de Graouli Mag. Très belle soirée sportive sur Moselle TV et à demain en pleine forme.